Bonjour, mon invité aujourd'hui, ou plutôt je suis son invité, puisque nous sommes à la commission de la Défense. Thomas Gassilou, vous êtes président de cette commission. Peut-être pour commencer, dites-nous un peu quel est le rôle du Parlement et de la Commission de la Défense nationale sur ces affaires-là. Y a-t-il vraiment un impact parlementaire par rapport à un domaine dont on dit qu'il est du domaine régalien et voire du domaine réservé, comme on disait du temps du général de Gaulle? Alors bonjour et bienvenue au sein de cette commission qui est l'une des 8 commissions permanentes de l'Assemblée nationale, donc comme son nom l'indique sur les questions de défense nationale et qui suit également les forces armées. Alors le Parlement, il faut retenir finalement que quel que soit le domaine, il a deux grands rôles. Le rôle législatif, voter la loi, faire des propositions de loi, et le rôle de contrôle de l'action du gouvernement. Et donc la commission de la défense est spécialement saisie sur ces sujets, à la fois voter les lois qui concernent les armées, la loi de programmation militaire, les lois budgétaires, mais également, par exemple, l'adhésion récemment de la Finlande et de la Suède, le suivi du statut militaire, et puis un rôle très important de contrôle. Ça, c'est les missions vraiment constitutionnelles. Au-delà de ces missions, on a un rôle important également pour être une interface politique avec l'écosystème militaire qui, comme vous le savez, a des restrictions extrêmement fortes en termes de liberté syndicale, de droits sociaux. Donc il est important qu'on ait ce contrôle permanent avec les forces armées. Et puis on a enfin un rôle important en matière d'influence dans le cadre des relations parlementaires internationales au travers des liens qu'on peut avoir avec d'autres parlementaires partout dans le monde. Donc plusieurs missions. Le grand problème aujourd'hui, c'est effectivement la guerre en Ukraine, et donc il y a des décisions qui sont prises par la France. Comment la Commission influe ou accompagne ces décisions? Alors, la Constitution est assez claire. Le président de la République est le chef des armées. Le Premier ministre est responsable de la défense nationale. Le ministre des Armées met en œuvre également cette politique. Le Parlement, pour sa part, contrôle, débat de ces grands sujets. Concernant la guerre en Ukraine, par exemple, un débat a eu lieu dans le cadre de ce qu'on appelle l'article 50-1, qui a permis à l'ensemble des groupes politiques de s'exprimer. Moi-même, j'ai organisé ici un cycle à la commission de la défense dédiée à la guerre en Ukraine. Dans quelques heures, même quelques dizaines de minutes, on y auditionnera Sébastien Lecornu ici dans cette commission. Et nul doute que l'ensemble des groupes politiques lui poseront également des questions à ce sujet-là. Et puis, en tant que parlementaire, nous avons des relations permanentes avec moi, mon homologue ukrainien. Nous sommes allés il y a quelques semaines avec la présidente de l'Assemblée nationale. Nous avons rencontré le président Zelensky, le Premier ministre, des hauts responsables militaires. Et nous participons d'une certaine manière aux liens binationaux entre la France et l'Ukraine. Le président de la République a dit que nous étions en économie de guerre. Comment cela se traduit? Outre le vote d'un budget, d'une loi de programmation ambitieuse, qui la première fois a été finalement respectée. Et j'ai en mémoire celui qui a été à un moment donné président du Conseil national des ministres, Arthur Pecht, député du Var, qui se plaignait toujours que les lois n'étaient jamais respectées. Là, cette fois-ci, donc, il y a un changement. Alors effectivement, on connaît tous l'histoire des dividendes de la paix, cette promesse des années 90 qui nous laissait penser qu'avec la mondialisation, avec le développement démocratique, avec les interdépendances liées aux échanges internationaux, on allait connaître une période propice de paix. Malheureusement, on voit que ce n'est pas le cas. Et le réveil stratégique qui est en cours doit s'accompagner d'un réveil industriel, être en mesure de produire davantage d'armements de manière plus rapide, à des prix plus réduits. Et c'est ça l'économie de guerre, d'une certaine manière, c'est être en mesure industriellement de répondre à nos besoins de défense, mais également aux besoins de nos partenaires dans le cadre de ce qu'on appelle les stratégies indirectes, qui avaient déjà été théorisées il y a bien longtemps par le général Beaufre notamment. Et donc l'économie de guerre, c'est un réveil industriel pour permettre d'avoir ces capacités industrielles. Et la meilleure chose qu'on peut faire côté État pour l'économie de guerre, c'est déjà de respecter la loi de programmation militaire, ce qu'on fait depuis 2017 à l'euro près, alors que bien souvent, ces lois de programmation militaire étaient des belles intentions qui, année après année, n'étaient plus suivies. Alors, vous êtes président, donc député. On a promis 3 milliards d'aides à l'Ukraine. Il y a un budget de la défense en augmentation. Quand vous êtes dans votre circonscription, est-ce que vous n'avez pas des retours d'électeurs qui disent ah, est-ce qu'on dépense pas un peu trop pour la défense, nos écoles, nos hôpitaux, etc. Est-ce que ce débat-là, entre le local et l'international, existe dans votre circonscription par rapport à ceux qui vous ont élu? Alors effectivement, dans mon cas, il existe particulièrement, puisque traditionnellement, la commission de la défense est peuplée des députés
de Brest, de Toulon, de Toulouse, qui ont Là où des des arsenaux, des emprises implantations militaires ou militaires, des oui. arsenaux importants, Ce qui n'est pas du votre cas. Cher, ce qui n'est pas mon cas. Je Mm. n'ai pas une seule emprise Mm. militaire, à part celle de la gendarmerie nationale sur mon territoire. Et donc, effectivement, je dois gérer un grand écart chaque semaine, un choc thermique entre mes occupations au niveau national, qui sont principalement concentrées sur les questions de défense, et puis quand je reviens le jeudi ou le vendredi, on me pose la question de On l'hôpital vous engueule, local, on de la dit, route, et on me on... dit, tu passes pas assez de temps sur nos sujets. Et donc, Ah, ça a toujours été le cas un peu. alors oui, Oui. et notamment quand on est sur les questions de défense, qui sont moins palpables, on Mm. va dire, pour une population qui a Qui n'est le pas à la sentiment frontière. de vivre dans un monde en paix, à qui on a vendu pendant longtemps que la dissuasion nucléaire était une protection ultime. Et donc oui, ça me permet de mesurer davantage la nécessité, j'allais dire, de développer dans notre pays une culture de défense et d'expliquer pourquoi encore aujourd'hui en 2024, on a besoin d'une défense nationale, on a besoin d'une armée, et on a surtout besoin que la défense soit l'affaire de tous, que chaque citoyen, d'une certaine manière, se sente personnellement responsable de la défense nationale. Qu'il y a besoin d'une défense, personne n'en doute, mais est-ce que les gens vous disent, mais tout cet argent qu'on envoie, il ne faut pas faire un peu... Est-ce que voilà, il y a la tentation, des fois, comment vous réagissez par rapport à ceux qui vous disent, bah, nos écoles, il n'y a pas assez de profs, il n'y a pas assez d'hôpitaux, etc. Alors bien entendu, et je suis le premier à dire que en l'espace de 2 lois de programmation militaire, on aura doublé notre budget de défense. Donc je dis que c'est un effort important. Et Je dis que c'est inconnu, quand même, c'est un précédent. mais je dis que ça reste quand même un effort qui reste mesuré à l'échelle de ce qu'on a pu investir dans l'histoire, ne serait-ce que sans aller chercher la période de la guerre froide, à la fin des années 90, où on était plus proche de 3% que de 2%. Et j'appelle mes concitoyens non seulement à comparer ce qu'on investit par rapport aux autres grandes politiques publiques, par exemple la défense, 2% du PIB, c'est 15 fois moins que la protection sociale en France. Les 3 milliards d'euros en Ukraine, c'est 15 fois moins que les 50 milliards d'euros du bouclier énergétique sur une même période donnée. Donc certes, c'est un effort important, mais c'est un effort qui reste mesuré à la fois dans une perspective historique et en comparaison des grandes autres politiques publiques. Et enfin, il ne faut pas opposer les choses, puisqu'il n'y a pas de santé, il n'y a pas de culture, il n'y a pas d'éducation, si nous ne sommes pas en mesure de maîtriser notre destin et d'assurer notre sécurité Et les collective. gens vous font confiance, ils acceptent parce qu'ils vous font confiance et vous êtes Alors, leur député j'ai la ou... chance, moi, Bon, d'être un enfant du pays. J'ai été oui. élu local, j'ai été maire, j'ai été chef d'entreprise, président du club d'entreprise. Et donc, j'ai la chance d'avoir ce lien de confiance. J'organise également beaucoup de réunions publiques, de grands débats. Chaque mois, j'organise au moins une réunion publique. Et souvent, je suis sollicité sur cette question. Et effectivement, la confiance reste importante, puisque chaque citoyen ne peut pas être un spécialiste de tous les sujets. Mhm. Et donc, la confiance dans ses représentants, c'est un point très important dans le bon fonctionnement des démocraties. Alors, vous venez de publier un très gros rapport volumineux avec des contributions de toutes les formations politiques sur la relation entre la France et l'Afrique. Il y a eu une série de coups d'État. Est-ce que la présence de la France en Afrique est remise en cause? Est-ce qu'il y a une nouvelle situation pour nous? Et comment expliquer ce que le chef de l'État a qualifié, ça a été critiqué, d'épidémie de coups d'État? Ce n'est pas une maladie, ce sont des phénomènes politiques. Alors effectivement, travail qui a été fait sur plusieurs bois, en associant l'ensemble des groupes politiques de l'Assemblée nationale et en associant également d'autres commissions de l'Assemblée nationale. Bien sûr, la commission des affaires étrangères, la commission des finances sur les sujets d'endettement, de francs CFA, la commission du développement durable sur les impacts du dérèglement climatique, par exemple sur les crises en Afrique. Et donc ce travail, vraiment, on a cherché à associer le plus de monde pour mobiliser également l'ensemble des composantes de l'Assemblée nationale à une époque où tous les regards se tournent en Ukraine. Il est important de comprendre les dynamiques mondiales. Alors, l'Afrique, effectivement, et notamment le Sahel, pour nous, Français, c'est une déception. Après avoir autant investi, après avoir perdu des dizaines de soldats sur place qui sont allés servir la paix et servir les intérêts français, c'est une déception de voir certains pays ne pas assumer d'une certaine manière leurs responsabilités, ne pas se saisir de l'opportunité sécuritaire qui était offerte par la France et les pays européens. Et finalement, ce que j'en retiens, c'est que quand on aide quelqu'un, il faut que celui qu'on aide soit dans la même philosophie que celui qui aide, que finalement, il n'y a jamais de solution militaire si derrière, ça ne débouche pas sur des solutions politiques pour essayer de rassembler les uns et les autres. Donc face à ça, je pense qu'il faut qu'on se concentre sur notre offre stratégique. Qu'est-ce que la France est en mesure
d'apporter en termes de renseignement, en termes de logistique, en termes de soutien. Encore une fois, les stratégies indirectes. Et puis qu'on réserve les interventions en dernier recours de manière ponctuelle quand le pays qu'on aide n'est pas en mesure de faire face tout seul à une situation sécuritaire, mais qu'on évite le plus possible les longues interventions qui finissent par devenir illisibles par les opinions publiques locales comme par notre propre opinion publique. Alors, vous avez fait une longue introduction à ce rapport parlementaire sous votre plume, et vous dites, parmi les préconisations que vous faites, qu'il faudrait être économiquement plus allant et politiquement plus humble. Effectivement, je trouve qu'on manque parfois d'humilité, notamment nous les Occidentaux et peut-être particulièrement les Français. Et on donne parfois l'impression, on a pu donner l'impression à nos partenaires qu'on allait résoudre le problème à leur place. La France, l'armée française arrivait et la situation allait être résolue. Je pense qu'il faut être très humble sur ce qu'on est en mesure de faire, mais ce qu'on ne peut pas faire. La résolution politique, les équilibres politiques qui doivent être trouvés pays par pays, on ne peut pas agir là-dessus. Nous, on peut créer d'une certaine manière une bulle de sécurité pendant quelques mois, quelques années, pour permettre ces solutions politiques. Par ailleurs, je pense qu'il faut davantage qu'on assume nos propres intérêts, notamment d'un point de vue économique, en matière d'influence, puisque les Africains aujourd'hui ne croient plus d'une certaine manière aux chevaliers blancs pardon, qui arrivent de manière désintéressée. Il faut qu'on assume nos intérêts et qu'on construise avec eux des partenariats gagnant-gagnant. Justement, on parle beaucoup, on met à chaque fois en avant les valeurs, on dit non, on intervient, c'est pour des valeurs, etc. Est-ce que finalement, ça ne serait pas plus simple de dire on a aussi des intérêts? Et finalement, le fait de nier qu'on puisse avoir des intérêts n'attise pas encore en plus les soupçons sur des intérêts qui seraient cachés au lieu d'être admis sur la table. Et c'est d'autant plus vrai pour l'ancien colonisateur. On a besoin aujourd'hui de jouer carte sur table pour discuter avec nos partenaires de ce qu'on est en mesure de faire pour atteindre des objectifs communs. Et des intérêts, on en a beaucoup en Afrique. Et donc, il faut l'admettre. Il faut l'admettre, nous avons des intérêts sécuritaires, nous avons besoin de Tous les pays réussir. ont des intérêts. En fait, il y a une sorte de tendance à dire non, non, nous on n'est que pour les valeurs. Ça nous dessert à force. Ça nous dessert si on ne met que ça en avant. On a aussi des intérêts. Et même, je pense qu'il faut qu'on soit modéré en matière de valeurs, ne pas trop donner de leçons. On voit bien qu'aujourd'hui, au niveau mondial, il y a un doute qui s'installe sur le fait de savoir si le modèle démocratique est bien un modèle qui doit s'appliquer de partout. À chaque population de cheminer selon le timing qu'elle souhaite vers un modèle qui permet d'assurer la cohésion sociale et d'atteindre des objectifs collectifs avec des solutions qui peuvent être différentes pays par pays. Alors on avait un modèle d'armée qui était une sorte d'armée d'intervention, il n'y avait plus de menaces territoriales. Et est-ce qu'il faut changer ce modèle d'armée? Et est-ce que vous êtes de ceux qui disent, bon, là la Russie, elle s'aiguise les dents sur l'Ukraine, après ça sera le tour de l'Europe occidentale? Alors, J'ai deux questions peut-être oui, oui. dans l'une, mais Alors, voilà. effectivement, depuis la fin de la guerre froide, on a transformé notre modèle d'armée pour avoir un modèle davantage expéditionnaire, avec des armées professionnalisées, en mesure d'intervenir rapidement, partout, en tout point du globe, parfois sur des opérations qu'on pourrait appeler des opérations de police internationale. Moi-même, j'ai été engagé, notamment j'ai servi en Côte d'Ivoire pour essayer de ramener la paix civile dans ce pays, pour tenir une zone de confiance, pour protéger des belligérants, d'une certaine manière. Oui, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à adresser deux sujets majeurs, à la fois conserver ses capacités expéditionnaires pour être en mesure parfois d'intervenir en fonction de nos intérêts et aussi de nos responsabilités. France, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, donc il y a une responsabilité pour protéger la charte également. France, deuxième domaine maritime mondial, avec des territoires d'outre-mer sur l'ensemble des continents. Mais au-delà de ces capacités expéditionnaires, il faut, à mon sens, qu'on développe davantage de masse pour protéger non seulement notre sanctuaire national, mais également nos alliés, et notamment nos alliés européens, en complément et en bonne articulation avec notre dissuasion et la dissuasion de l'OTAN également. On parle de plus en plus de guerre hybride. Comment faire face à ce nouveau type d'agression éventuelle? Alors effectivement, il faut avoir conscience que dans la compétition mondiale, chacune de notre faiblesse sera exploitée par nos compétiteurs. La guerre, Clausewitz le disait, c'est l'affrontement des volontés. On peut faire plier un adversaire, bien entendu par des menaces cinétiques, mais également
en touchant là où ça fait mal, soit par de la désinformation, soit par du cyber, soit par exemple en coupant des câbles sous-marins. Et c'est pour ça que, au-delà de la politique de puissance qu'on doit avoir pour imposer parfois notre volonté avec nos alliés, on doit aussi avoir une politique de résilience pour être en mesure d'encaisser des coups avec des attaques qui ne sont pas toujours attribuées. Et c'est en étant en mesure à la fois d'avoir cette politique de puissance et cette capacité de résilience qu'à mon sens, on atteindra le mieux possible nos objectifs de défense nationale. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui vous concerne, qui vous fait peur. Comment peut-elle transformer la guerre et comment peut-elle avoir un impact sur la défense de la France? Alors, toute rupture technologique a été exploitée à des fins guerrières, en tout cas la plupart des ruptures technologiques, soit parce qu'elles ont été utilisées à partir d'une innovation civile, ou soit parce que c'est même l'usage militaire qui a déclenché la rupture technologique. L'intelligence artificielle, c'est un game changer, à mon sens, qui est extrêmement important. Dès 2018, j'avais fait un rapport sur l'impact du numérique, sur la manière de conduire la guerre. Si on prend l'intelligence artificielle en particulier, c'est la capacité à aller chercher une aiguille dans une botte de foin sur les capteurs dont on dispose, qu'ils soient électromagnétiques, qu'ils soient images. Vous savez que ces capteurs sont de plus en plus précis. L'intelligence artificielle va permettre beaucoup mieux qu'un cerveau humain d'aller orienter les regards vers tel ou tel endroit. Et puis peut-être demain, l'intelligence artificielle, même si nous devons faire attention sur ces sujets, c'est la capacité d'avoir des actions de plus en plus autonomes de nos systèmes de défense. Et ça ouvre des nouvelles questions éthiques, notamment sur les systèmes létaux autonomes. Et la France veille à ce que l'homme soit toujours dans la boucle pour que jamais une décision d'ouverture du feu soit prise par une Pas machine. par des machines qui entameraient un conflit de leur propre... Mais ouais. malheureusement, si un jour un de nos compétiteurs stratégiques va dans ce sens-là, on devra quand même être prêt. Et d'ailleurs, pour être totalement honnête, on a déjà des systèmes de défense, notamment anti-aériens, qui sont en mesure d'être programmés pour riposter, ouvrir le feu face à une menace qui arriverait avec une très grande célérité. Alors justement, en termes d'intelligence artificielle, est-ce que la France, l'Europe, on n'est pas un peu en retard par rapport à nos compétiteurs ou certains de nos alliés? Et même par rapport à certaines grandes entreprises privées. Il faut avoir en tête les 1000 milliards de dollars de chiffre d'affaires des GAFA. C'est quelque Hmm. chose annuel, donc c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est plusieurs dizaines de milliards d'euros ou de dollars qui sont investis en matière d'intelligence artificielle. Et on voit bien que sur ce sujet, on a besoin, pour rester au meilleur niveau mondial, de consolider nos efforts à l'échelle européenne. Je reprendrai la phrase de Thucydide, hein, dans la vie, on n'a que deux options, c'est être libre ou se reposer. Et donc, il ne faut absolument pas qu'on se repose si on veut rester libre. En matière d'intelligence artificielle, l'Europe doit rester au meilleur niveau, sinon on se fera imposer des solutions et des situations qu'on ne veut pas. Il y a des élections pour l'Union européenne, le Parlement européen le 9 juin. Est-ce que l'Europe de la défense, c'est un thème de discours? Ça commence à devenir une réalité? C'est un chantier en progrès? Comment vous voyez ça? Alors l'Europe de la défense, vous savez ce que disait, je crois, Jean Monnet, hein, l'Europe n'avance que dans la nécessité et ne voit la nécessité que dans la crise. Et j'allais dire, Nous les sommes servis. Européens, hormis peut-être un peu les Français qui bénéficiaient d'une assurance réputée gratuite américaine, se sont dit, bon, c'est pas un sujet qu'on va traiter tout de suite, on a tellement d'autres sujets à traiter, notamment la protection du consommateur, les nouveaux droits, etc. Aujourd'hui, l'Europe est face à ses responsabilités. La guerre est revenue sur le territoire européen. On a une Russie très agressive et des Américains qui, quels que soient les présidents, entament un pivot vers l'Asie. Et donc les intuitions qui ont été proposées par Emmanuel Macron en 2017 sur l'autonomie stratégique européenne, qui dans un premier temps ont été accueillies avec une certaine circonscription de la part de nos alliés qui ne veulent surtout pas trop s'éloigner de l'OTAN, ces intuitions étaient les bonnes et on doit aujourd'hui arriver à cheminer en européen pour renforcer ce pilier européen de l'alliance, pour être en mesure de renforcer cette alliance et être en mesure aussi de développer notre autonomie stratégique pour, d'une certaine manière, avoir une double garantie à la fois otanienne et européenne. Alors, du coup, on en vient aux élections américaines. Le 5 novembre, scénario, Trump est élu. Pour l'instant, il est favori. Beaucoup de choses peuvent changer d'ici le 5 novembre. Si Trump arrive au pouvoir, est-ce que ça remet en cause toute l'architecture européenne de sécurité et tout
ce en quoi les Européens pensent et croient pour leur propre défense. Forcément, ça aura des impacts considérables, puisque les États-Unis ont une influence considérable. 900 milliards de dollars de dépenses en matière de défense sur 2500 milliards, c'est plus d'un tiers du budget de défense au niveau mondial, un poids diplomatique extrêmement important. Et donc les États-Unis qui prennent des bonnes ou des mauvaises décisions, ça a un impact considérable. Et par ailleurs, nous, Européens, aujourd'hui, une bonne partie de la sécurité européenne est déléguée aux Américains. Et donc l'élection de Trump apportera une forme de volatilité et d'incertitude à cette garantie américaine. Et quel que soit, j'allais dire, même le candidat, le pivot asiatique, il a été entamé en réalité avant même Trump, sous Obama. Les États-Unis, c'est leur sujet de maîtriser, j'allais dire, le développement chinois. Et donc j'allais presque même dire, quel que soit le résultat de l'élection américaine, le sens de l'histoire, c'est une Europe qui se prenne davantage en main, d'une certaine manière. C'est une prise de conscience des 450 millions d'Européens qui peuvent se défendre un jour seuls face à uniquement 150 millions de Russes et qu'ils n'ont pas besoin de demander aux 300 millions d'Américains. Alors, on en vient au couple franco-allemand, puisqu'il y aura une Europe forte si la France et l'Allemagne marchent au moins dans la même direction, si du même pas. Est-ce qu'il y a une crise dans la relation franco-allemande? On n'ose même plus parler de couple d'ailleurs, les Allemands n'ont jamais parlé. On voit que sur de nombreux sujets, on n'est plus tout à fait en phase. Alors, moi, je dirais pas ça. Déjà, pour ma part, je ne parle pas de couple, puisqu'on n'est pas sur quelque chose de passionnel, on est au contraire sur quelque chose de très pragmatique. Je parle plus, pour ma part, de moteur franco-allemand, puisque les grandes avancées européennes ont toujours nécessité un accord de grandes puissances, et notamment en matière de défense. La France et l'Allemagne, c'est quasiment la moitié du budget de défense de l'Union européenne. Pour autant, ce couple, et effectivement, enfin plutôt ce moteur, des fois il y a des petits soubresauts, puisque nos histoires sont différentes. L'Allemagne est un pays très décentralisé, la France est plutôt très centralisée. Euh, L'organisation institutionnelle allemande a presque été faite après-guerre pour organiser l'impuissance, alors que la Ve République, au contraire, donne beaucoup de pouvoir au chef de l'État, alors que mes collègues allemands du Bundestag décident beaucoup de choses, y compris pour engager la force. Et donc, on doit faire avec ces histoires qui sont différentes. Et je pense que ces dernières années, on a eu des avancées extrêmement concrètes, notamment sur les questions de défense, avec notamment des grands programmes d'armement qu'on mène ensemble, l'avion du futur, le SCAF, le char du futur, le MG16. Boris Pistorius était à quelques dizaines de mètres ici il y a encore quelques semaines. Et à l'échelle de la Commission de la Défense, on essaie de contribuer le plus possible à ce moteur franco-allemand. J'ai des relations, pour ma part, régulières avec mon homologue au Bundestag, alors qui actuellement est en campagne européenne, donc c'est un peu plus difficile. Au moins 2 fois par an, on a une réunion commune des commissions et on a également des travaux thématiques. Récemment, par exemple, on a auditionné les 2 chefs d'état-major de l'armée de terre pour que les armées nous confirment bien qu'ils avaient le même besoin opérationnel sur le char du futur. Et je pense que ça a contribué au fait que l'ensemble des écosystèmes se dit ça y est, on peut y aller, on a le même besoin. Les Allemands n'ont pas la même relation avec le nucléaire, pour des raisons bien connues. Est-ce que vous parlez avec eux de dissuasion? Est-ce qu'on peut évoquer une dissuasion partagée avec les Allemands ou d'autres pays européens? Le débat semble s'ouvrir. Alors, eux nous en parlent beaucoup, et notamment en écho au président de la République, déjà à son discours à l'école de guerre, puis à ce qu'il a dit lors de son discours à la Sorbonne ou en Suède. Et les Allemands sont extrêmement intéressés. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, ils hébergent déjà des têtes nucléaires américaines, et que ça n'a pas souvent été admis dans le débat public. Aujourd'hui, la population s'en rend compte, et bien entendu, les Allemands sont très préoccupés par les élections américaines, puisqu'ils ils ont fait partie de ceux qui ont un peu plus délégué, enfin qui ont même beaucoup délégué leur sécurité aux Américains. Et donc la France étant la seule puissance dotée de l'Union européenne, forcément, ils s'intéressent à ce qu'on peut apporter. Ils ont bien noté que le président de la République avait parlé d'une dimension européenne des intérêts vitaux, dans le prolongement d'ailleurs de ce qu'avaient déjà dit ses prédécesseurs. Pour autant, nous, on est également assez clair sur le fait que la dissuasion nucléaire française ne se partage pas. Il faut une seule personne pour appuyer sur un bouton. Pour autant, on est ouvert pour entamer ce débat avec eux, de savoir comment la dissuasion française peut mieux contribuer à l'autonomie stratégique européenne. Et donc, il faut qu'on en parle.
Vous avez justement beaucoup ouvert tous les débats de la commission au monde extérieur avec les intellectuels, les think tanks, les journalistes, les membres de l'opposition s'expriment très librement dans votre commission. Est-ce que ça vous paraît important pour le lien armée-nation, justement de s'ouvrir? Et en fait, on voit, là, c'est une maison ouverte ici, avec ces grandes baies vitrées. Donc, est-ce que parmi vos objectifs, c'est d'ouvrir la commission à l'ensemble de la société et de renforcer le lien armée-nation post-service national? Bien entendu, je pense que c'est une nécessité opérationnelle. Pour ma part, j'ai finalement de grands stress en tant que président de la commission de la défense. Est-ce que mon pays dispose des armes suffisantes pour se défendre? Et est-ce qu'on a bien également un projet collectif suffisamment important qui fait que chacun sera motivé pour défendre ce pays si un jour c'était besoin? Et donc, alors, au-delà du terme lien armée-nation que j'aime pas trop parce qu'on a l'impression que l'armée serait en dehors de la nation, on pourrait parler de lien armée-sécurité civile ou de développement d'une culture défense. Je pense que ce sujet est extrêmement important puisque là encore, il faut avoir encore les grands chiffres en tête. 300 000 militaires en France sur une population active de 68 millions d'habitants. Ça veut dire que moins de 0,5% de la population aujourd'hui est militaire, s'engage dans les armées. Et donc, on le voit bien en Ukraine, on le voit bien avec les menaces hybrides. Si un jour on a à faire face à un défi sécuritaire important, on aura besoin des 99% restants, qu'ils soient maires, chefs d'entreprise, responsables associatifs ou quelle que soit sa mission sur le territoire national. Et donc le fait que cet esprit de défense se diffuse, le fait que les Français aient conscience de la dangerosité du monde dans lequel on vit et de leur rôle, c'est quelque chose qui est à mon sens au moins aussi important que la qualité des armes dont on dispose. Merci en tout cas Thomas Gassilou pour ce débat, pour votre invitation et à très bientôt. Merci.